Zanzibar. 3 syllabes musicales qui vous transportent dans un autre monde, un autre temps. Celui des sultans d'Oman, de l'Afrique subsaharienne et des effluves sensuels de l'Inde. Faites le test autour de vous. Tout le monde a au moins prononcé une fois ce nom. Zanzibar. Mais qui sait vraiment où se trouve ce mystérieux archipel? J'avais entendu parler d'un homme riche à millions, me disait-on. Un fou, prêt à se ruiner par amour. L'amour du Nil. Pemba, la plus sauvage, la plus belle de l'archipel. Oui, Son paradis. c'est ça, oui. Le paradis. Regardez ça. Moi, quand je vis ça, je me suis dit, ben maintenant, je peux mourir, quoi. Tellement beau, tellement pur, tellement... C'est magnifique. Regardez cette couleur. Le désert marin de Pemba, un passage obligé pour qui rend visite à Monsieur Ashok. L'océan, en se retirant, libère chaque jour une langue de sable où il puise son inspiration. C'est un nouveau monde, on a l'impression. Un désert qui se forme tous les jours différemment. Et l'eau est tellement pure, tellement... Regardez, j'aimerais pouvoir mettre ça sur la carte du monde un peu, quoi. Que tout le monde vienne un peu pour regarder comment c'est. Et comment la vie est simple ici. C'est tellement beau. Alors, et vous, avez-vous mis Zanzibar sur la carte du monde? C'est juste là, sur l'océan Indien, à 16 heures d'avion de nos côtes. Sur l'ancienne route des esclaves, des épices. L'archipel aujourd'hui rattaché à la Tanzanie fut jadis omanais, portugais, britannique. Une myriade d'atolls azuréens et 3 grandes îles. Mafia, la discrète, l'inconnue. Unguja, la grande, la cosmopolite. Et Pemba, la sauvage, l'île aux épices. Zanzibar, ou le secret le mieux gardé de l'océan Indien. C'est à Pemba, bercé par les effluves des girofliers, qu'a commencé ce voyage. C'est à Pemba, sur un sentier qui traverse la forêt primaire, que j'ai retrouvé Monsieur Ashok, toujours sur son nuage. Tout est beau là-dedans, vous savez. Les chants des oiseaux, les chants des petites bêtes. Les bruits du vent. Tout est très beau. Et vous arrivez, ça s'ouvre complètement. C'est un village plein de cocotiers, avec des petites maisons comme ça, en chaume. En makouti, ils appellent ça. Monsieur Ashok n'a de cesse de s'extasier. Pourtant, il vient lui aussi d'une île paradisiaque, Maurice. Il est paysagiste, ou plutôt la star des paysagistes. L'homme, pudique, ne vous en dira mot. Mais il a dessiné les jardins des plus grands hôtels de la planète. Celui-ci, par contre, c'est le sien. L'hôtel Ayana, son bébé, sa folie. 400 mètres de plage, 35 villas avec vue sur l'océan. Le premier hôtel de luxe de Pemba. À 70 ans passés, Monsieur Ashok met la touche finale à l'œuvre d'une vie. C'est une belle histoire, mais enfin, je suis tombé amoureux du pays. Je voulais trouver un moyen d'aider les gens d'ici, un petit peu. Donc, trouver la seule chose que je sais faire, c'est des hôtels, parce que j'en ai travaillé beaucoup à Maurice dans les hôtels. Donc, je dis ici, je peux faire mon propre hôtel, mon propre design. C'est moi qui ai tout dessiné. Décidément un drôle de bonhomme, ce Monsieur Ashok. Un artiste. Les travaux ont commencé il y a 5 ans. Une éternité, mais ça ne compte pas. Ce qu'il voulait, c'était former les villageois. 150 d'entre eux travaillent sur le chantier, ou tout presque, est made in Pemba. Tu peux le rendre plus rond, s'il te plaît? Il faut qu'il puisse bouger. Mais pas comme ça. Un peu plus rond. Comme un ballon. Vous compliquez un petit peu la tâche, non? Vous auriez pu acheter tout fait. Je crois pas que je trouverai. Là, c'est quand même une création. Et puis, ça fait travailler mes gars. Et à Zanzibar, ils n'ont pas beaucoup de travail. 15 jours par mois, Monsieur Ashok est en voyage d'affaires, entre l'île Maurice et les jardins des grands hôtels dont il s'occupe.
Mais lorsqu'il est à Pemba, il vit avec ses ouvriers dans cette modeste cabane de chantier. Vous ne vous verriez pas habiter dans la suite présidentielle pendant que vous êtes là? Non, il faut que tu sois avec. Je vois qu'ils ont le même avantage que moi. Mais ensemble, on partage tout. C'est le partage. Monsieur Achok m'a fait promettre de repasser le voir. D'ici 2 mois, après la mousson, son bébé, sa folie, devrait enfin ouvrir ses portes et offrir à Pemba la sauvage ses premiers touristes. Des vacanciers, j'en ai croisé à Ungunja, la cosmopolite. Sur la grande île de l'archipel, le tourisme est devenu en à peine une dizaine d'années la première source de revenus. Ce bateau a mis le cap sur l'atoll de Mnemba, l'un des plus beaux récifs coralliens de Zanzibar. À bord, des touristes chinois, australiens et français. Vous êtes arrivé quand? Hier soir. Et alors, les premières impressions, qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. On voulait une destination de vacances où on pouvait plonger et des destinations avec des bonnes plongées. Ici, c'est réputé parce que la mer est chaude, parce qu'il y a beaucoup de beaux poissons. On ne trouve pas en France, bien sûr. Céline et Salah, ce jeune couple de Marseillais est passionné de plongée. Zanzibar était un rêve abordable, m'ont-ils dit. À 600 € le billet d'avion, ils se sont offerts leur petit bout de paradis. Des dauphins! Ils adorent venir nous voir et jouer avec nous. Quand ils entendent le moteur du bateau, ils foncent et veulent faire la course. C'est comme un jeu pour eux. Il y en a qui sont plus timides que d'autres, qui restent à l'écart. Mais la plupart d'entre eux aiment le contact des humains, c'est leur nature. Ça commence très bien. On a vu des dauphins sur la route. J'espère qu'ils vont venir jouer avec nous en bas. Ça va être bien. En quelques coups de palme, le récif de Mnemba s'offre et tient toutes ses promesses. Poisson trompette, papillon, poisson idole, ange royal ou empereur, rascasse volante ou poisson lion. Toute la richesse de l'océan Indien sur quelques centaines de mètres. Devant un tel spectacle, le temps passe vite. Déjà 50 minutes de plongée. Céline et Salah doivent, à contre-cœur, remonter à la surface. Alors, ça vous a plu? Ouais, c'était super. Vous êtes heureux? Oui. Alors, c'était comment? C'est super. C'est ça, bien. Le programme de vacances, alors, c'est On quoi? va plonger. C'est plonger tous les jours? Ouais. Ils ne sont encore que 100 000 touristes par an à avoir le privilège de visiter ce petit paradis. À Zanzibar, bien sûr, il y a le soleil, les plages de sable blanc. Mais ce dont l'archipel est sans doute le plus fier, c'est de sa capitale, Stone Town, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le labyrinthe de ces ruelles, je navigue de l'Afrique des Bantous à la Perse. J'admire la beauté des portes omanaises. Je tombe en arrêt devant une mosquée embrassant l'église anglicane. Zanzibar, l'ancien comptoir aux épices, l'ancien marché aux esclaves, est tout ça à la fois. Métissé, musulman, aimable et tolérant. En déambulant au hasard des rencontres, j'ai croisé la route d'une Française. Il serait une petite centaine de nos compatriotes à avoir succombé au charme de l'archipel. Mélanie vit dans un village isolé de la côte Est. Alors une fois par semaine, elle fait le plein de produits frais au grand marché de la capitale.
Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, merci, et vous? Vous pouvez me mettre des haricots verts? Des haricots verts? C'est suffisant, merci. Vous parlez Swahili? Un peu, ça aide. Ça aide. Juste baragouiner un petit peu. C'est bien. Vous habitez là depuis combien de temps? J'ai commencé à venir à Zanzibar en 2009 sur un projet de l'aéroport, sur le projet de réfection de la piste de l'aéroport avec une entreprise française. Donc, et du coup, j'ai beaucoup aimé la Tanzanie et voilà, j'ai décidé de rester, ou de revenir plutôt. Mélanie était cadre dans une grande entreprise de bâtiments. Elle connaît bien l'Afrique. Elle a travaillé au Burundi, à Madagascar ou sur le continent, en Tanzanie. Il y a 3 ans, Mélanie a eu un petit garçon, Zalé. La jeune maman a alors décidé de changer de vie. Elle a quitté son travail, acheté un terrain et s'est installée à Matemwe, un village de pêcheurs, posé sur l'océan Indien. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Du soleil, des cocotiers, une vue imprenable sur les eaux turquoises de l'océan, une grande villa, des vacances de rêve en quelques mots. Tu crois? Moi, je crois qu'elles en ont toutes les deux. Mais méfions-nous des apparences. La jeune femme n'a ni l'envie ni les moyens de se reposer. Mélanie a investi toutes ses économies, 120 000 €, 15 ans de travail dans sa future maison d'hôte, Maman Zalé. Là, on a 14 personnes qui travaillent sur le site. Des maçons, leurs manœuvres, des 2 peintres, et un électricien, un plombier. Ça, c'est quoi, ça, Zalé? C'est la piscine. Bien, on descend. Mélanie s'est improvisée architecte, chef de chantier. Elle appelle ça l'effet Zanzibar, le coup de foudre qui vous fait soulever les montagnes. Les travaux ont pris du retard, mais qu'importe. C'est une grande piscine, j'ai l'impression. Elle compte accueillir ses premiers clients dans 2 mois. C'est jamais trop grand, la piscine, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez imposante. Donc il y a la partie profonde et tout le reste, ce sera pour que les enfants puissent jouer avec les eaux peu profondes. Ça vous a pas fait peur de vous lancer dans un projet aussi colossal? Non, pas du tout. Pas du tout, c'était, je sais pas, c'était évident. C'était la suite du parcours, de venir s'installer à Zanzibar et de travailler pour Zalé et moi et faire quelque chose pour nous, quoi. L'offre est ambitieuse. Développer un tourisme familial et bon marché qui n'existe pas encore sur l'île. Mélanie a tout misé sur cette idée. Son étoile veille. Je suis quelqu'un de chanceuse. À chaque fois, tout se passe bien. Ça va continuer. Il n'y a pas de raison. Il est temps de quitter Matemwe, sa crique turquoise. Mais avant de partir, Mélanie la chanceuse m'a parlé d'un village sur la côte Est. Un village où des femmes ont aussi rêvé leur avenir. Pagé serait une des 20 plus belles plages au monde. Mais sur l'île, elle est surtout célèbre pour ses femmes. Il se dit ici qu'elles marchent sur l'eau. À marée basse, chaque jour, elles sont des dizaines à prendre la mer, à pied. Nous rejoignons notre champ. Aujourd'hui, nous allons tendre de nouvelles cordes et y accrocher de jeunes pousses. Minaïcha, Ifadi, Maolidi et Maovu élèvent des algues. À Zanzibar, les jardinières de la mer cultivent l'algue rouge selon une méthode ancestrale, importée des Philippines. Tu peux m'amener les bâtons par ici, s'il te plaît? On prépare une nouvelle ferme. On est quoi aujourd'hui, le 1er mai? Donc ça veut dire que le 10 juin prochain, on pourra commencer la récolte de ce qu'on plante aujourd'hui. Ça prend à peu près 1 mois et demi pour qu'elles arrivent à maturité. Une fois récoltées, les algues seront exportées en Asie. Transformées, elles serviront à l'industrie alimentaire, pharmaceutique ou cosmétique. 15 000 femmes survivent grâce à ces champs aquatiques. Un dur labeur qui leur est exclusivement réservé.
Les femmes n'ont pas de bureau au village. Le seul bureau qu'on connaisse, il est là, dans l'eau. Mais depuis quelque temps, le business est moins bon. Beaucoup de femmes ont arrêté. Les algues ont eu une maladie. Il paraît que c'est à cause du climat qui change. Le changement climatique et l'effondrement du cours de l'algue ont bien failli avoir raison des fermes aquatiques. Alors Minaisha et les femmes de Padje ont pris leur destin en main. Allez, on rentre à la maison. On va les faire sécher maintenant. Elles ont créé leur propre entreprise, une petite fabrique de savon. Le produit des récoltes est stocké, séché et transformé au village. Il y a quelqu'un? Dans cette aventure, elles ont trouvé un allié, Tu es là? plutôt inattendu. Bonjour maman, tout va bien? Ça s'est bien passé ce matin? Les enfants l'appellent Kipara, le chauve. Mais pour les femmes, c'est Rémi, l'ange de Padje. Ah super, je vois que tout est prêt. Bonjour mesdames. Rémi est français. Il a monté une ONG qui aide entre autres ces femmes à commercialiser leur savon. Rémi, on fait quoi comme savon aujourd'hui? Citronnelle, café ou gingembre? Citronnelle, j'adore. C'est mon préféré. Ça sent tellement bon. Donc là, elles vont utiliser 5 litres d'huile de noix de coco. C'est ce qui fait, c'est le composant majeur du savon. Ensuite, les algues, elles ont été récupérées ce matin à l'eau. Elles vont les faire sécher. Donc là, c'est des algues qu'elles ont déjà séchées. Et elles vont les grinder pour avoir une poudre qu'elles vont mélanger à l'huile de noix de coco. Moi, je suis venu ici il y a 2 ans et demi en vacances, en touriste. Je suis arrivé en pleine basse saison. Du coup, je me suis retrouvé, tous les hôtels étaient fermés. Je me suis retrouvé à vivre dans le village. Je suis tombé en admiration sur leur mode de vie et sur leur manière de survivre. Et en rentrant en Europe, moi, ça faisait quelques années que j'avais l'intention de aussi changer de vie. Et je me suis dit, pourquoi pas aller là-bas et vivre avec eux et voir grâce à mes compétences, à mon expérience, voir comment je pouvais les aider. Il y a quelques années encore, Rémi était cadre dans l'événementiel. Il travaillait à Paris, était propriétaire d'un appartement. Puis un jour, il a tout quitté, tout vendu. Avec ses économies, il a monté son ONG et mis ses talents de communicant au service des jardinières de la mer. Là, en voilà d'autres. C'est des produits qui sont 100% écologiques. Quand je suis rentré en Europe avec ces savons, je les ai vendus un peu plus de 5 € pièce. Voilà, 5 fois plus que ce qu'elles me vendent ici. Du coup, quand je suis rentré, je leur ai donné beaucoup d'argent, elles étaient contentes. Je leur ai donné presque 700 €. 700 €, c'est un an de salaire presque ici. Rémi, lui, ne gagne rien. Il finance son action avec l'argent de la vente de son appartement et l'aide de quelques donateurs. L'ange de Padje a peu de moyens, mais des idées et de l'énergie à revendre. Les pêcheurs avaient besoin de filets. Avec ses contacts et un peu de marchandage, il en a acheté des neufs. Il y a quelques mois, Rémi a rencontré 2 médecins américains sur la plage. Il y aura bientôt une téléclinique au village. Son combat, faire profiter la communauté de l'argent des étrangers, des touristes. Lorsque Rémi est arrivé, Azizi, un des chefs de Padje, Bonjour, a été le premier à lui faire confiance. Ils sont devenus amis et ensemble, ils tentent de faire bouger les frontières qui séparent villageois, vacanciers et hôteliers. Ça, c'est nouveau. Ça se monte. Ça fait 1 an que c'est en construction. Ça va être terminé là. Pour venir s'installer ici, il faut montrer patte blanche au village. Il va falloir donner un petit peu d'argent. Et normalement, cet argent, il est censé être redistribué aux villageois. Et il ne l'est pas. Du coup, entre villageois et complexe hôtelier, c'est un peu compliqué. Pour le vérifier, il suffit de faire quelques mètres sur la plage en compagnie de Rémi et d'Azizi. Rémi, viens. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le type, le proprio là, il dit que tu dois marcher là et pas de son côté. Il veut qu'on dégage. Il veut pas qu'on marche là. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait de mal? C'est quoi le problème? Donc là, voilà, c'est un hôtelier qui est, voilà, c'est complètement fermé à la communication. C'est sur la plage, on est vraiment confronté à un malaise au quotidien entre complexes hôteliers
Et voilà, là c'est une film qui va te faire un peu Arthur. Les hôtels sont construits là, mais nous, où on passe? Ils sont censés laisser au village 50 mètres entre eux et la plage. Mais pour certaines personnes ici, c'est très facile. Nous n'avons pas un gouvernement très fort, tout dépend de l'argent que tu as, et alors tu peux t'acheter ce qui appartient normalement à la société. Mais il n'y a aucun problème, comme on dit ici. Voilà, c'est chasse gardée, c'est pas de locaux. C'est une honte. Rémi, l'ange de Pagé, y croit. Il réussira à faire cohabiter touristes et villageois. Avant de partir, il m'a donné une direction, le nord, et le nom d'une plage Nungwi. Là-bas, un homme se battrait pour faire restituer aux petits propriétaires des terres volées par les grands groupes hôteliers. Cet homme, c'est Ali Juma Cheika. Il est instituteur et bénévole dans une ONG locale. Lorsque ces hôtels se sont installés chez nous, les gens d'ici étaient fermiers ou pêcheurs. Ils n'étaient pas riches, la vie était simple, mais heureuse. Et puis ils ont commencé à nous voler des terres. Et aujourd'hui, même avec le tourisme, les gens sont encore plus pauvres qu'ils ne l'étaient à l'époque. C'était il y a 20 ans. Un petit village de pêcheurs, Nungwi, allait devenir la première station balnéaire de Zanzibar. Les investisseurs italiens sont les premiers à avoir senti le potentiel de l'archipel. Ce sont eux qui détiennent la majorité des hôtels qui ont poussé sur la côte. À Nungwi aujourd'hui, d'un côté, il y a la plage, les touristes, les complexes de luxe. Puis de l'autre, ce panneau, comme une frontière entre deux mondes, deux cultures. Les Zanzibarites, peu éduqués, ne parlant pas anglais, se voient refuser les emplois dans l'hôtellerie. Le village n'a jamais vraiment profité de l'argent investi. Au contraire, il serait même victime de l'appétit grandissant des groupes hôteliers. Sur la route qui mène à Nungwi, j'ai retrouvé Ali Juma, l'instituteur. Il voulait me présenter Moussa. Moussa est agriculteur. Il possède une petite ferme qui jouxte le plus grand hôtel de la région. Ça commence là, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Regardez, leur terre allait au-delà de ce mur avant. Au début, on a vendu à cet hôtel une bande de terre large de 50 mètres. Puis ensuite, le gouvernement a réquisitionné 50 mètres de plus pour construire la route. Alors maintenant, notre ferme ne commence plus qu'ici, du bord de la route jusqu'au fond, là-bas. Moussa et son frère Ali ont reçu de nombreuses propositions d'achat. L'hôtel, propriété d'un grand groupe italien, avait besoin de s'agrandir. Les deux frères ont toujours refusé de vendre. Ce terrain d'à peine 1 hectare est leur unique gagne-pain. Puis un matin, ils ont fait une étrange découverte. C'est la deuxième fois que quelqu'un pose ce genre de marque. Celle-ci, ça devait être le mois dernier. Il y en a une autre quelque part par là. Ça veut dire qu'ils ont divisé notre terre et ils l'ont donnée à je ne sais qui. Ali mesure chacun de ces mots. Il dit « il », parle de quelqu'un sans jamais citer de nom. Mais ici, tout le monde sait que c'est le gouvernement et lui seul qui valide les transactions foncières. Le problème, c'est qu'à Zanzibar, la majorité des paysans n'ont pas de titre de propriété. La terre se transmet de génération en génération. Les investisseurs mal intentionnés le savent, et contre quelques millions de dollars pour les plus beaux terrains sur le littoral, les autorités ferment les yeux. L'argent qu'a amené le tourisme chez nous n'a fait qu'aggraver les choses. Les plus forts ont écrasé les plus faibles. Ils peuvent nous exproprier quand ça leur chante. On est le parfait exemple de ce qui est arrivé à notre communauté. Cette ferme, nous en avons hérité de nos parents. Et juste parce qu'aujourd'hui, le tourisme est plus important que tout, ils ont décidé de nous détruire. Moussa et son frère, en me parlant, voulaient que leur histoire traverse l'océan. Que les touristes qui un jour choisissent Zanzibar soient au moins au courant. J'ai fait une demande écrite avec l'espoir de rencontrer le directeur de l'hôtel. Aucune réponse. J'ai alors essayé par la grande porte.
Bonjour. Je voudrais aller à la réception pour parler au manager. Le manager? Vous venez d'où, monsieur? De France. De France. Je suis déjà venu il y a 2 jours. Notre manager n'est pas là de toute façon. Il n'est pas à l'hôtel en ce moment. L'agent de sécurité ne me laissera pas aller plus loin. Ali Djouma, l'instituteur, me l'avait dit. Il n'y a aucune communication possible avec les hôtels. Il m'a aussi confié en partant que peu de paysans obtiennent gain de cause face à leur puissance financière. Le tourisme cristallise malgré lui le mécontentement d'une partie de la population. Mais celui qui est tenu pour responsable de cette situation, c'est le gouvernement central tanzanien. Je suis rentré à Stone Town, pensant assister à la fête nationale. Chaque 26 avril, le pays célèbre le jour de l'union entre la Tanzanie et Zanzibar. Mais dans la capitale, aucune parade, aucun défilé. Seul l'écho d'une sono saturée perturbe le calme apparent de la ville. À quelques pas du centre historique, dans un quartier que les touristes ne visiteront sans doute jamais, un meeting politique, celui du principal parti d'opposition. Ils vous ont toujours dit que vous n'étiez pas des patriotes, que vous ne connaissez rien à la politique. Accepterez-vous encore d'être dirigé par ce gouvernement? Ce parti qui encore aujourd'hui veut vous voler votre pays? Je dis que Zanzibar vous appartient, à vous, les Zanzibarites. Zanzibar a sa propre économie. Faites tomber ce gouvernement. Nationaliste, favorable à la charia, le grand parti d'opposition a le vent en poupe. La présidentielle a lieu dans quelques mois, alors il a fait de grandes promesses. La première d'entre elles, l'indépendance, s'affranchir du grand frère tanzanien accusé de pomper les ressources de l'archipel. Zanzibar, à 98% musulman, est plus que jamais en quête d'identité. Le parti le sait. Il milite pour le rapprochement avec les pays arabes, la séparation définitive du continent africain. Enfin, il a promis de faire profiter la population de l'argent du tourisme devenu en une dizaine d'années la première économie de l'archipel. À Zanzibar, le salaire moyen est de 90 €. La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. En m'enfonçant un peu plus dans le quartier, j'ai rencontré Sly. Il parlait français, l'aurait appris quand il travaillait dans le tourisme. Avec lui, j'ai découvert une chose que les autorités cherchent à tout prix à cacher. Un fléau qui gangrène l'archipel. Sly a accepté de faire un bout de chemin avec moi. Je vais pharmacie, là, je vais prendre des machins pour, tu vois, pour les piqûres, quoi, avec le drogue. Il y a beaucoup de drogués ici, à Zanzibar? Ouais, il y en a beaucoup. Vraiment, partout, il y en a des drogues. Cette drogue dont parle Sly porte le doux nom de brown sugar, le sucre brun, l'héroïne. Sly la fume depuis l'âge de 15 ans. Il en a aujourd'hui 35. Ma vie, toujours, c'est triste, tu vois. Le matin, il faut quand je fume. Je ne peux pas rester jusqu'à après-midi en train de fumer. Il faut que je fume. Tu vois, si je fume, vraiment, je me sens tellement bon. Elle vient d'où? Pakistan. Pakistan, là-bas. Bon. Et Iran aussi. C'est là où il sort les drogues. Et elle passe par Zanzibar? Oui, ça passe à Zanzibar, par l'aéroport. Parce que les gens qui sont travaillés, ce sont des polices aussi qui sont parlés avec les patrons de la drogue. Comme ça, c'est facile pour sortir. La route est restée la même. Celle qui reliait depuis des siècles l'Asie mineure au continent africain. Les marchands d'épices ont fait leur temps. Les trafiquants de drogue ont pris leur place. 40 tonnes d'héroïne transiteraient chaque année par Zanzibar. Sly vit ici dans l'arrière-cour de la petite maison familiale. Il a un fils de 9 ans, Ebi. C'est sa grand-mère qui le protège et l'élève depuis sa naissance. Mes 2 fils aînés sont tous les 2 accros à l'héroïne. Il ne me reste que ma fille et mon petit-fils. Ici, à Zanzibar, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de parents dans mon cas. Ce poison a tué beaucoup de nos enfants. Et toi, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ton papa dans cet Moi? Eh bien moi,
Quand je serai grand, je serai policier. Je l'obligerai à arrêter de se droguer. Et s'il ne m'écoute pas, qu'il continue, je n'aurai pas d'autre choix que de l'arrêter, de le mettre en prison et de brûler toute cette drogue. Près de 80 000 personnes seraient accros au sucre brun, sur le 1,5 million d'habitants que compte Zanzibar. 6 sur 100. À 1 € la dose, l'héroïne ravage l'archipel, dans l'indifférence générale. C'est la fin de mon voyage. Avant de reprendre l'avion, je suis retourné dans le nord. La plage de Kenwa, m'a-t-on dit, offre le plus beau coucher de soleil de l'océan Indien. Et c'est vrai. Mais si cette plage est célèbre, c'est aussi pour sa lune. La pleine lune que l'on honore ici chaque mois. Vous vous souvenez de Mélanie? Mélanie, la chanceuse, la jeune maman qui a tout quitté pour Zanzibar. C'est elle qui m'a invité. Elle voulait me présenter Ali et sa femme Sonia, une Française, elle aussi tombée sous le charme de l'archipel. Zanzibar est riche de métissage, c'est ancré dans son ADN. Le monde est à Zanzibar et les gens qui vivent ici s'ouvrent, nous rencontrent et c'est dans un respect mutuel. Il n'y a pas d'étrangers, personne n'est étranger sur cette île. C'est une île qui est très généreuse. Depuis mes premiers pas dans l'archipel, je cherchais un mot. Sonia me l'a soufflé. La générosité. Celle de Zanzibar qui, riche de son histoire, a su partager sa culture et en accueillir d'autres. Zanzibar. Ces 3 syllabes résonnent ce soir comme la promesse d'un avenir où le vivre ensemble serait la seule religion.